Bonsoir à toutes et à tous. Donc Jean-Marc, le vice-président du CLUSIF, très heureux de participer à cette table ronde, ou du moins de l'animer. Vous avez sans doute une multitude de questions, donc plutôt que de poser les questions à nos intervenants, je vais aussi vous laisser l'opportunité de les solliciter, de les interviewer si vous avez, enfin des interviewer, pardon, alors, poser des questions plus exactement. J'avais juste une question parce qu'on a parlé, on a beaucoup parlé de vocabulaire. Effectivement, je pense que c'est un point d'attention dans tous les projets de continuité, hein, que ce soit du PCA, de la PRA. Etc. On a un invité qui nous a rejoint, Fabien Carrière Florian, excusez-moi, petit souci avec les prénoms, excusez-moi, Florian Carrière de Solucom. Vous, votre vision par rapport à cette problématique de vocabulaire, parce qu'on a beaucoup parlé de la démarche, on a beaucoup parlé de la crise, effectivement, c'est des points importants à prendre en considération dans le développement des plans. Quelle vision vous avez, vous, dans votre approche de la contribution de l'outil informatique? Parce que souvent, un des problèmes de vocabulaire qu'on a et qui a été un peu évoqué, c'est que le PRA égale l'informatique. On a vu à travers les discussions et les exemples que vous donnez que le PRA, c'était beaucoup de choses, dont de l'informatique. Comment vous voyez, vous, la participation ou la contribution de l'informatique à ces plans de continuité pour les métiers, de reprise d'activité pour l'entreprise? Et quelle est aujourd'hui la conscience de la DSI, de sa contribution et comment la direction accepte cette contribution? Ou pas d'ailleurs. On a vu quelques exemples à travers la JO carte bancaire d'ailleurs. Alors d'abord, merci de m'accueillir parmi vous. Effectivement, je partage complètement l'analyse sur le problème de terminologie. Voilà. Globalement, pour repartager les choses, pour moi, le PCA, je parle à côté de François, je sais qu'il est d'accord avec moi là-dessus, le PCA, c'est l'ensemble des plans dans lequel on peut mettre la gestion de crise, ça peut se discuter, tous les plans de continuité des opérations et le plan de continuité informatique. Là, les termes peuvent diverger. Je partage aussi complètement l'analyse qui est de dire, raisonner par les menaces, la crue de Seine, la pandémie, etc., c'est intéressant, ça permet de préciser un petit peu les choses, mais finalement, on en revient toujours à peu près aux mêmes impacts. Et donc, raisonner par les impacts, ça permet de construire des plans au moins grossièrement à 80-90% qui vont permettre de répondre à l'ensemble des problématiques. Déjà pour poser les choses. Ensuite, pour répondre à votre question sur l'aspect informatique des choses, effectivement, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui. Moi, je suis un garçon très, très carré. On m'a dit, viens parler de continuité informatique auprès du CLUSIF, après de gens qui sont des RSSI. Je me suis penché plutôt sur l'aspect informatique. Et il se trouve qu'on a étudié il y a quelques mois avec mes camarades de Solucom la question, et on a interrogé nos clients, tout bêtement, sur le sujet. Ça fait 10 ans qu'on travaille avec eux là-dessus. Et le constat qu'on en a tiré, lucide, qui est un peu difficile pour nous, c'est qu'aujourd'hui, nos clients n'ont pas confiance dans leur plan de continuité informatique. Ils nous disent tout simplement, on ne sait pas vraiment si on va redémarrer dans les délais. On a une accumulation de solutions unitaires, application par application. Nos métiers ne sont pas complètement convaincus qu'on a couvert leurs besoins de bout en bout. Et du coup, on a ça d'un côté, pas tellement de confiance, et de l'autre côté, on a l'impression de payer un prix prohibitif pour tout ça. Et pour ce niveau d'assurance, en tout cas, ça ne nous va pas. Donc, ce qu'on est en train de travailler avec eux, et on les pousse dans un nombre de cas, et ça fonctionne, heureusement, on les pousse à transformer, en fait, à industrialiser complètement leur plan de continuité informatique, alors je vais sortir des mots assez classiques, mais en virtualisant les choses, en rationalisant les solutions, en évitant de multiplier, pour ne citer qu'un exemple technique, toutes les solutions de réplication de données. Chez certains clients, j'en ai 15, dans d'autres, et ça marche tout aussi bien, voire mieux, j'en ai qu'une. Et pourtant, j'arrive à avoir des données cohérentes de l'autre côté et à avoir une contribution notable au démarrage de la société dans l'ensemble. Alors une fois que je vous ai dit ça, il faut transformer toute la prod pour faire ça. Donc ça peut faire un peu peur, c'est compliqué, mais on y arrive. Et là, je trouve que le RSSI, le RPCA ont un rôle intéressant à jouer, un rôle d'aiguillon auprès de la DSI. Et donc qui permet de vaincre, dans un certain nombre de cas, les réticences de la DSI et puis de la direction générale, pour la raison que je vous indiquais, de travailler là-dessus. Donc il faut aiguillonner, faire bouger. La prod bouge, il faut que le PCA et le PCI en particulier suivent ce mouvement-là. Il y a plein de choses à faire. Merci. Une précision, messieurs, peut-être, je laisserai répondre chacun d'entre vous, mais quand on parle finalement de tester son plan de continuité, quelle que soit la profondeur de champ du plan de continuité, qui finalement quelle est la personne la mieux désignée pour écrire le scénario du test? Généralement, c'est le RPCA ou le RSSI qui vont se charger de ça, mais finalement, ne devrions-nous pas rendre la main peut-être au métier pour que lui puisse écrire son scénario? Est-ce que c'est une vue de l'esprit? Alors, Thierry évoquait que le métier, quand on le sollicite trop, au bout d'un moment, ça le gonfle. Excusez-moi, le terme est un peu cru, mais c'est souvent comme ça, peut-être qu'il l'a dit tout à l'heure, c'est un peu comme ça qu'il le voit aussi. Mais est-ce que c'est finalement pas lui qui a le plus de capacité, au-delà du scénario de ce qu'on a imaginé, de ce scénario improbable qui puisse se produire, d'être en mesure de nous décrire ce qu'il veut finalement faire?
enfin pour moi, ça serait plutôt, si elle existe dans l'entreprise, c'est la direction des risques. C'est lui qui connaît en fait quels sont les risques encourus et qui va donc aiguillonner les gens qui ont les PCA à opérer dans le cas qui est le plus risqué. Mais en aucun cas, à mon avis, c'est pas normalement, c'est pas le RPCA ou l'équipe qui doit définir les scénarios de risque, et ça doit s'intégrer, les scénarios de plan de test, d'exercice, différencier les tests qui sont des tests qui permettent donc de valider une partie technique des mécanismes de reprise, du PCA, de l'exercice, qui lui est un entraînement. C'est-à-dire que c'est comme l'exercice physique, donc c'est un entraînement des personnes qui interviendront dans les plans de continuité d'activité. Donc ça, il y a un plan sur 3 ans, normalement, qui doit définir qu'est-ce qui va être testé, qu'est-ce qui va être fait comme exercice, sachant que la direction des risques doit dire, voilà, nous, on préfère que vous testiez tel risque. Maintenant, c'est l'inondation de la Seine. Après, ça sera autre chose. En sachant que l'inondation de la Seine, c'est le cas intéressant puisqu'on teste tout. On teste à la fois le bâtiment, les personnes indisponibles, l'informatique indisponible et les fournisseurs indisponibles. Donc vous avez quand même une bonne... Donc la continuité fait partie du plan d'assurance de l'entreprise. Si le risque manager se met à gérer cette partie-là, si elle existe et si elle est réelle. Sinon, normalement, ça doit être une entité proche de la direction générale, si on peut l'atteindre, qui décide de tel type d'exercice il faut faire. Parce qu'on s'aperçoit finalement au quotidien, je ne sais pas si vous partagez ce point de vue, mais un philosophe que vous connaissez peut-être, Taïeb, qui a écrit un livre sur la puissance de l'imprévisible, le fameux syndrome ou le paradoxe du signe noir, qui disait qu'il y avait autant de probabilités qu'un événement improbable se produise qu'un événement probable ne se produise jamais. Donc c'est un peu cette idée de se dire on a prévu la crue de la Seine. Bon, je ne vais pas dire qu'on l'attend, mais je vais dire qu'on l'attend parce que c'est pas forcément approprié, mais elle se produira peut-être jamais, mais il se produit tellement d'autres événements qu'on n'avait pas prévus. Donc finalement, en quoi la continuité permet de gérer ces imprévus. On a parlé de crise tout à l'heure, je pense que c'était une bonne introduction à cette démarche-là. Comment vous voyez ça? Enfin, si je parle pour les gens de la continuité de façon plus générale, ou les gens qui regardent un peu l'apport de la normalisation dans la démarche, est-ce que ça a du sens? Ce qu'on dit souvent, c'est que ce qui arrivera n'est absolument pas ce qu'on a prévu. Hein, on le répète assez souvent. Voilà, on ne sait pas, on sait qu'il y aura une indisponibilité, mais on ne sait pas d'où elle viendra. Donc, de toute façon, il faut prévoir un petit peu tout. En termes de conséquences, les scénarios, c'est délicat à imaginer. Le métier, il veut que ça continue. Lui, il veut rien de plus que pouvoir travailler comme d'habitude. Donc, c'est pas forcément lui qui va inventer les scénarios. Donc, en gros, il y a l'informatique qui est en panne, effectivement, donc on peut la... Alors, il y a un sujet qui est délicat, c'est celui de la cybercontinuité. On a des réflexions pour l'instant là-dessus, parce que moi, je doute un petit peu de la capacité de reconstituer un système en cas de cyberattaque, parce qu'il y a de grandes chances que le site de repli soit aussi attaqué que le site primaire. Donc là, c'est un des sujets sur lesquels moi, je reste un peu dubitatif. Pour les autres, la problématique, c'est si vous avez un site de repli qui marche, mais que vos personnels ne peuvent pas venir, soit parce qu'ils sont tous malades, soit parce que les transports ne marchent pas pour les faire venir. Là aussi, ça fait partie des scénarios, mais bon, on peut avoir un PCA qui marche absolument bien et ne pas avoir de personnel à mettre sur le site. Donc... D'où on en arrive à la gestion de crise, même si on a un PCA. Mais quelque chose de nouveau, cette notion de scénario autour de la... C'est pas très nouveau. Hein. On était déjà tous à peu près présents lorsqu'on a vécu l'épidémie. Moi, je parle de la cybermenace. L'idée qui est que l'attaquant, l'attaquant, quand il se matérialise à travers un cyberattaquant, c'est des termes à la mode, s'en prendra à la fois au site de production, au site là-dessus, alors, je vais laisser parler mes collègues, mais étant à la fois RSSI et RPCA, je subodore qu'un attaquant qui veut attaquer un système essaiera de le faire passer en PCA. Parce que souvent, si c'est pas très bien conçu, le site de repli peut être plus attaquable que le site primaire. Et là, on va pas en parler, mais il y a un débat entre le RSSI et le RPCA. Dois-je privilégier la continuité d'activité aux dépens de la sécurité,
ou est-ce que je dois empêcher qu'une application ne redémarre tant qu'elle n'est pas suffisamment sécurisée? Là, c'est le dirigeant d'entreprise qui va prendre la décision. Hein. On est tous très clairs là-dessus. Mais il y a quand même un débat. Hein. Merci. Peut-être des précisions? Non? Oui, moi je pourrais... Alors, à la question, qui doit organiser le scénario, qui doit rédiger le scénario, Stéphanie l'a dit, c'est que si vous avez une gestion de crise et une cellule de crise qui n'est pas pluridisciplinaire, alors vous risquez éventuellement de créer des interruptions de service. L'idée, c'est de monter les exercices avec l'ensemble des parties prenantes qui vont jouer un scénario. Généralement, le RPCA, effectivement, va s'appuyer sur l'analyse de risque. Il va prendre en compte les scénarios qui sont de risque les plus élevés pour essayer de les travailler et de s'en prémunir. Mais c'est avec l'ensemble des correspondants PCA, parce qu'on a des relais dans les organisations. Le RSSI n'est pas seul. Il a des relais dans chacun des métiers, qui est le correspondant PCA, et qui, généralement, va préparer l'exercice ou le test. Et lorsque le manager interviendra et qu'on testera le scénario, effectivement, ça permettra de mieux entraîner l'ensemble de l'organisation. Et en matière d'assurance, moi j'ai fait, enfin, si on étudie donc l'association des risk managers qu'est l'AMRAE, je crois qu'il y a des liaisons avec le CLUSIF, l'étude du profil des risk managers et des missions qu'elles portent, il y en a à peu près 30% qui portent les questions de continuité d'activité. Donc ça veut dire que les questions d'assurance, effectivement, sont liées aux problématiques de continuité d'activité également. Et il faut prendre en compte, effectivement, en considération, par l'approche des risques, les tests liés au plan de continuité d'activité. Moi, je voudrais rajouter un élément ou essayer d'être peut-être un peu plus pragmatique sur le sujet des exercices. Quand on parle d'exercice PCA, alors je peux vous poser tout de suite la question, et alors quand vous dites PCA, vous pensez à quoi? Est-ce que vous pensez, je vais revenir sur la terminologie, est-ce que vous pensez plutôt métier ou est-ce que vous pensez plutôt IT? Parce que métier. C'est une question, je ne vous demande pas de répondre. Mais néanmoins, derrière ça, moi je fais la distinction entre les deux, et quand je vais parler d'exercice, si on veut faire des exercices métiers, et c'était le cas du GIE carte bancaire et du retour d'expérience, il y a une solution de site de repli, par exemple, qui permet de redéplacer les métiers et les faire redémarrer. Ils peuvent redémarrer sans doute leur activité relativement facilement, à partir du moment où c'est testé. Si vous plantez, si en revanche on est plutôt côté IT et si on imagine qu'on a une solution de secours, la première question c'est est-ce que cette solution de secours correspond exactement au périmètre de la production? Car de toute façon, quand on est dans la partie IT, la solution de reprise d'activité IT n'est qu'une adaptation de la production. C'est pas de la production, c'est une adaptation de la production qui servira à un certain niveau pour couvrir le risque d'indisponibilité. J'ai envie de poser la question à la salle, est-ce qu'il y en a parmi vous qui font des tests de basculement de la production vers l'environnement de secours, et là je parle bien de l'environnement IT, en production courante, c'est-à-dire qu'ils simulent que leur production est tombée, complètement tombée, et ce n'est pas une machine, c'est l'ensemble, c'est un site, et qui redémarre en production réelle. Je parle d'un test. Est-ce qu'ils font un test de redémarrage en production réelle sur le site de secours? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font ça et qui restent en production pendant une semaine? N'hésitez pas à lever le bras, si c'est le cas. Oui, non, mais il y en a. Mais il y en a très peu. Quand je dis, ce que je voulais dire derrière ça, c'est que pour moi, la façon d'être pragmatique, c'est de vraiment tester, et je reprends au scénario par scénario, progressivement, avant d'arriver à une situation qui est je bascule en production réelle sur mon site de secours. Et là, qui prend la décision de faire un test en production réelle? Eh ben, ce n'est pas le RPCA, ce n'est pas le RSSI, ce n'est pas le DSI, c'est la direction générale qui dira OK, mais à condition que tout était validé avant. Donc cette histoire de test et de scénario, encore une fois, il faut vraiment stabiliser chaque petit scénario successif pour avancer vers une solution de scénario global. Et ça n'a rien d'évident. Alors même s'il y en a qui le font, il y en a qui le font. Est-ce qu'ils le font sur tout leur environnement de production ?
Du coup, de remettre la direction au cœur de la discussion, ça renvoie au ROI. Finalement, pourquoi j'ai investi autant d'argent et quel est le Elle bénéfice est tout que le je vais temps en au cœur de la discussion. C'est elle qui décide de ce niveau de couverture de risque. C'est pas le DSI, c'est pas le RSSI, c'est pas le RPCA. C'est vraiment la DG qui définit son niveau de couverture et qui mettra de l'argent en conséquence. Aux autres et aux différents responsables, après, d'assumer cette mise en opération de cette couverture de risque. Merci, messieurs. Peut-être laisser la parole à la salle, parce que le retour, on est que nous aurons un petit cocktail. Avez-vous des questions pour chacun, pour un de nos intervenants, ou une question globale au panel que nous avons ici, sur cette thématique de la continuité? Julien Royer, bonjour, je suis de Bearing Point, je suis le RSSI de Bearing Point. Je veux juste une question très simple, c'est savoir à partir de quelle taille vous pensez qu'on peut faire des tests en réel, c'est-à-dire prendre des gens, en effet, les emmener dans un site de repli. Il faut le faire à partir de 50, 100, 200 personnes. Il y a à partir de une personne. À partir de une. À partir de une personne, tout dépend de la taille de l'entreprise. Mais nous, on a fait par exemple des PCA pour des établissements qui comptent 45 salariés et on a pris 2 personnes qui sont allées un week-end travailler de chez elles. Voilà. À partir de une personne, on peut démarrer. Le but, c'est de tester la continuité de service, si la solution de télétravail fonctionne, si voilà, il n'y a pas de règle. Peut-être pour affiner, pour préciser la question de monsieur, c'est effectivement peut-être de s'intéresser aux métiers les plus prégnants pour l'entreprise par rapport à ce que vous avez évoqué. L'idée, c'est pas forcément de redémarrer des métiers qui serviraient. Enfin, il n'y a pas de métier qui ne servirait à rien dans une entreprise. Un PCA, au départ, c'est pour assurer la continuité des activités les plus critiques de l'entreprise. Donc derrière, on tombe dans les tests techniques qui vont vérifier que le site de repli, pour prendre ce cas-là, fonctionne bien, donc tous les postes de travail. Après, l'exercice, ça consistera à déplacer peut-être une seule personne, voire un échantillon de la moitié du service, pour vérifier que ça fonctionne en termes de charge et des choses comme ça. Voilà, 2 questions. Et donc Loïc Guézot, Trade Micro et administrateur de Clusif. Les systèmes d'information sont aujourd'hui de plus en plus interconnectés, naturellement avec les fournisseurs de services télécoms, mais aussi de plus en plus des ressources externes de type cloud computing. Voilà, donc c'est vraiment de plus en plus diffus pour des questions de maîtrise. Comment est-ce que vous intégrez ça dans vos démarches de PCA ? Est-ce que vous envisagez, par exemple, dans vos scénarios de catastrophe, la défaillance d'un de vos fournisseurs principaux, comme par exemple le fournisseur de télécom? Je ne vais pas citer de nom parce qu'on est chez des majeurs, mais et comment vous intégrez ces aspects cloud computing qui sont de plus en plus donc déjà gênants pour la sécurité, mais aussi pour la quantité d'activité, les effets dominos, etc. quoi. Donc, c'est un des cas de scénario de PCA, hein, la perte d'un fournisseur. Hein. Donc le fournisseur télécom tombant, c'est un cas qu'il faut prévoir et qui a un plan de continuité d'activité qui doit être mis en place avec une gestion de crise. Quand ce concerne le cloud, on a un groupe de travail qui va démarrer. On y a un peu travaillé avec le CRIP dont j'ai parlé tout à l'heure. On a vu quand même que le PRA sous le cloud public, à mon avis, ça ne sert à rien, puisqu'on ne peut pas faire de test. Pour moi, je vais faire Ayatollah. Un PRA non testé, ça ne sert à rien. Donc, il y a des expériences peut-être dans le cloud hybride, où là, il y a des choses à faire. On a prévu de reconstituer le groupe au début de l'année prochaine. Voilà. Et surtout, on n'a pas vraiment d'expérience réelle de gens qui ont fait quelque chose et testé. Bon. Je ne sais pas si j'ai répondu sur votre question. Je peux ajouter un mot sur le cloud. Il y a quand même des opportunités offertes par le cloud public ou privé. C'est que ça abaisse de manière conséquente le coût des PRA. Plutôt qu'effectivement, quand on a les moyens de s'offrir un site de repli secondaire à chaud ou à haute disponibilité, c'est formidable, c'est la meilleure des solutions. Mais maintenant, toutes les entreprises ne peuvent pas se le permettre. Et l'intérêt du cloud, c'est comme on ne paye que ce que l'on utilise, on peut monter des architectures et des infras de PRA à moindre coût. On peut diviser, là on a des exemples de chiffrage où on divise par 10 le coût des PRA, puisque par exemple, je ne veux pas citer de fournisseur, mais généralement vous payez une somme forfaitaire pour louer, pour réserver les instances,
Et quand vous faites vos tests, etc., même sur du cloud public, on peut les tester. Vous pouvez payer vos tests uniquement les instances que vous allez utiliser, les instances de calcul. Et c'est, je pense, une vraie opportunité que représente justement cette nouvelle manière d'aborder les infrastructures. Quelle garantie ? Quelle garantie vous avez que ce sera disponible le jour où vous en aurez besoin ? Il y a des coûts, effectivement, ça ne coûte plus rien. Mais alors, je peux répondre à ça. C'est la loi de l'emmerdement maximum, excusez-moi du terme. Mais je peux répondre à ça. Alors, évidemment, je ne veux pas me retrancher derrière les aspects contractuels de SLA. On parle de situation catastrophique. Voilà. Donc, maintenant, le contrat, c'est bien, mais... Non, mais si on héberge son infra chez un hébergeur cloud, il a d'une part des niveaux de SLA, mais d'autre part, lorsque vous montez vos infras et que vous faites votre architecture, vous pourrez parfaitement monter des instances géoredondantes, interplaques continentales. Donc il y a des vrais dispositifs, des vraies solutions de continuité qui sont mis en œuvre. Tout à fait. Ok. Merci. Moi, à mon avis, ce n'est pas encore assez mûr, ça va peut-être devenir. Et d'autre part, quand on parle de RTO de l'ordre de 4 heures, voire moins, c'est difficile, c'est impensable. Pour moi, là, c'est des reprises d'activité sous quelques jours. Dans l'état actuel des choses, peut-être. Oui, c'est pas mûr. Et moi, je rajouterais que si on est dans des niveaux de délai de 4 heures, à ce moment-là, il faut s'orienter vers des solutions qui sont complètement dédiées. Compte tenu de la gestion de crise, compte tenu de plein de paramètres qui vont intervenir au moment de la crise, à ce moment-là, il vaut mieux une solution dédiée que de passer par une solution qui soit mutualisée ou qui fournisse une puissance à un moment donné sur un système, dans un environnement cloud ou pas. 4 heures, c'est du dédié. Merci. Oui, une question, c'est bon. Oui, c'était une question à laquelle vous avez répondu en partie. Donc, je m'appelle Vincent Louis, je suis responsable de l'offre security dans une société qui s'appelle NSIT. À la réponse de savoir s'il y a des PCA qui ont été totalement basculés pendant une semaine sur des cycles, la réponse est oui, et dans des PME. Ce qui répond en partie à la question qui a été posée de savoir à partir de combien. Pourquoi ? Dans ces cas de figure, la direction générale, et je suis totalement en accord avec vous, déporte une ou deux activités critiques. Pourquoi ? Parce qu'elle sait pertinemment que si cette activité-là venait à s'arrêter au-delà d'un temps supportable, elle est morte et elle ne reviendrait pas. Donc ceci pour dire que les PCA peuvent être en effectif et en étendue du SI ou en tout cas de l'activité, être extensibles, et on peut très bien avoir des PCA sur une seule activité parce que la vie de l'entreprise en dépend. Et je voulais vous poser la question s'agissant de la nature du PCA. Dans la conception que j'ai et que j'ai pratiquée, le PCA, si on reprend la signification de l'acronyme, plan de continuité d'activité, elle porte sur l'activité de l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un niveau d'abstraction qui met, comme vous l'avez dit, même pas au cœur, mais en tête du PCA, la décision de la direction générale, et qui forcément, par strates successives, va englober les personnes, les locaux, les moyens informatiques, y compris les stratégies métiers qui, dans l'attente de la reprise du service informatique, vont assurer une continuité. Alors ça peut être des stratégies métiers, ce sont d'ailleurs les métiers qui trouvent les meilleures stratégies. Donc je voulais savoir ce que vous entendez par exemple un PCA orienté informatique. Est-ce que c'est pour dire PCA dont les problématiques vont être circonscrites à l'informatique, étant entendu que pour moi, quand on considère un PCA, l'informatique ou le SI ne sont qu'un niveau d'abstraction, ne sont que des moyens au service d'une activité, s'il vous plaît. Alors, moi, j'ai ma propre conviction sur le sujet. Ma conviction, c'est que je n'ai pas de certitude sur le terme à utiliser. Ce sera les termes que vous utiliserez au sein de votre entreprise qui seront les bons. Donc, quand on dit un PCA, si chez vous, c'est la globalité de la continuité d'activité, à ce moment-là, comment est-ce que vous appelez un plan de reprise, de secours, lié à un scénario qui est l'indisponibilité de la production elle-même. Alors, imaginons que votre production, elle soit toute seule dans un bâtiment. Je ne sais pas comment c'est organisé chez vous, mais si la production est toute seule dans un bâtiment,
et qu'il n'y a pas d'utilisateur sur place, l'indisponibilité de ce bâtiment et donc qui plante complètement le système d'information, à partir de ce moment-là, vous appelez ça comment ? Dans la globalité du PCA, comment est-ce que vous mettez en place un plan de continuité de l'activité informatique ? C'est peut-être un PCAI. Et en parallèle, si vous avez des environnements, des bâtiments dans lesquels il n'y a que des métiers, vous aurez peut-être des PCAM, métier par métier. Et le PCA global sera la composition de PCAI, d'un ou plusieurs PCAI, et de PCAM. Et à ce moment-là, les deux vont avoir des méthodologies similaires, je vais dire, mais des moyens de continuité qui seront différents. Alors, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais c'est vous qui définissez ce que vous voulez mettre à l'intérieur de ce PCA, en PCAI, en PCAM, et à l'intérieur, comment vous appelez la solution ? Ça sera une solution de PCAI, ensuite des procédures de PCAI, des modes opératoires de PCAI, et en face, vous aurez des solutions de PCAM, des procédures de PCAM, etc. Mais positionnez bien des termes sur chaque partie de votre projet. Je suis d'accord avec vous pour le PCAI, s'agissant des procédures et des moyens à mettre en œuvre. Oui. Maintenant, pour le cas que vous évoquez d'un bâtiment isolé dont la production serait terminée, et je reviens à la stratégie qui me semble la meilleure, d'ailleurs je croyais que c'était la seule qui existait dans les conseils que je donne à nos clients, à considérer le PCA à compter de l'impact qu'il a sur l'activité. Ça veut dire que si vous avez uniquement une rupture de courant, on suppose que on est au-delà de la capacité du power supply, enfin des onduleurs. L'impact va se propager aux utilisateurs et parfois à l'activité même. Donc je suis d'accord avec vous que la cellule de crise étant alertée, le diagnostic étant fait, la confirmation étant faite, les procédures mises en œuvre vont relever de ce que vous avez appelé le PCAI. Mais selon la durée, c'est-à-dire la durée et l'ampleur, vous aurez ou non, c'est-à-dire selon, en langage commun, la gravité, vous aurez ou non à mettre en œuvre des stratégies métiers le temps de la reprise, quelle que soit en fait la nature du point d'impact. Donc, on est complètement d'accord. Oui, voilà. Oui. Mais donc pour répondre en deux mots, juste excusez-moi de vous interrompre, en fait on mettra en œuvre le PCA lors que l'impact, mais simplement les mesures à prendre compte tenu du niveau, donc tel que je l'ai décrit, vont être uniquement informatiques, ou vont aussi déclencher l'initiation de stratégies de secours métier. Et non seulement où, mais ça peut être et. Oui, bien sûr, bien entendu. Et elles s'appuieront sur des solutions qui seront différentes. Et ce sera contrôlé par la gestion de crise. Donc les deux sont complémentaires. Hein. J'ai pas de souci avec ça. Pour la dernière chose, en fait, je voudrais pinailler sur le terme gestion de crise. Pour moi, justement, comme vous l'avez si bien décrit depuis le début, et la dame qui est intervenue l'a absolument dit, c'est forcément de l'imprévu qui, en somme, je caricature, nous laisse en situation de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Or, pour moi, la gestion, c'est quelque chose de maîtrisé pour les entrants, les sortants et ce qu'on gère. Donc, c'est pour ça que dans la dénomination que j'accepte pour être d'accord avec tout le monde, c'est plutôt de mise en œuvre de plans de crise que de gestion, puisque par définition, s'il y a une crise, on ne gère plus rien. Ou plutôt on court après le recouvrement de la maîtrise. On est au cœur de la sémantique que vous évoquiez en début de séance. Hein. Effectivement, c'est l'œuf ou la poule, la gestion de la crise ou la crise par elle-même. Une crise serait quelque chose, la pire définition d'une crise, c'est quelque chose qui ne serait pas prévu par votre entreprise. Je pense qu'une entreprise qui est au bord de la Seine, demain, elle a une inondation, elle doit pas être surprise. Il y a une crise quand même. Non, mais c'est le sujet en fait de la préparation qu'on a évoqué jusque-là. Après, il y a tout ce qu'on ne peut pas prévoir, la chute d'un météorite. Il n'y a pas de statistique qui vous dira que ça tombera ici plutôt qu'à côté. Donc là, on pourrait parler d'une gestion de crise qui n'est pas une crise normale de l'entreprise. Cela dit, la gestion de crise, elle se prépare, et là je suis d'accord avec vous, elle se prépare, elle se teste. On doit aboutir à des actes presque réflexes, sauf que le jour où ça intervient, les bonnes personnes ne sont pas là, vos documents, vous ne les avez pas. Le tout, c'est de préparer une façon de travailler ensemble à partir d'outils qui sont connus. Après, vous ne pouvez pas le prévoir, mais au moins vous aurez réfléchi, vous aurez testé, vous aurez travaillé, vous aurez... Voilà, il y a un certain nombre de choses qui auront déjà été testées, enfin qui ont déjà été opérées, même dans des situations d'exercice, et donc pas forcément réelles, mais au moins vous aurez quelque chose pour démarrer, quoi. Merci. Après ces quelques échanges, ces échanges bien nourris. On a encore le temps pour une question ou pas? Si on a une question et une question courte. Courte, si c'est pas un débat, parce qu'on pourra prolonger. Non, mais c'est bon. Si je crois qu'il y a une question devant, non? Si, allez, soyons fous.
François Polmel, manager PCA de l'assurance maladie. Il y a un axe qu'on n'a pas abordé aujourd'hui. Je voudrais entendre un petit peu, si on a le temps. Oui. Votre avis, c'est le retour à la normale. Et je pense que le PCA va jusqu'au retour à la normale. On n'en a pas abordé dans le ROI, et pourtant c'est majeur. On n'en a pas parlé dans les exercices, parce qu'effectivement, si on fait un exercice réel, il faut revenir au point de départ. Donc, je voudrais avoir un peu votre avis par rapport à ça. Un problème de terminologie, hein. Ce n'est pas un retour à la normale, c'est un retour à une situation normale. Rappelez-vous ce qu'a dit Stéphanie, on ne revient jamais à la normale. Raison de plus. Et c'est difficilement testable. À part en vraie grandeur. Oui, il y a un coût, oui, bien sûr. Ça vous laisse sans voix, messieurs, cette question. Moi, je rajouterais à ça que dans la mesure où vous ne savez pas pourquoi vous êtes parti, vous ne savez pas comment vous allez revenir. Donc en fait, si on est dans une vraie situation de crise, il y a une gestion de crise, on décide de basculer sur un environnement de secours, de continuité, appelez ça comme vous voulez, et vous ne savez pas pour combien de temps vous êtes parti. Et à partir de ce moment-là, vous ne savez pas quand je raisonne aujourd'hui, je ne sais pas ce qui va se passer. Je peux prévoir des moyens pour basculer, pour continuer mon activité, mais je ne sais pas. Et personne ne peut savoir ce qui s'est passé en amont de tout ça. Donc en fait, le retour à la normale, il va se faire peut-être en mode projet. Si vous n'avez plus rien en amont, je veux dire, dans la situation initiale, vous allez repartir sur un mode projet pour rebâtir, pour reconstruire, pour faire... Donc le retour à la normale, en fait, il n'y a rien à dire. Pas grand-chose, du moins. En fait, le retour à la normale est lié, à mon avis, à deux paramètres. D'une part, à la gravité de l'impact et de la durée de reprise du plan de reprise d'activité qui va permettre un retour à la normale le plus bref possible. En fait, je pense qu'il y a deux facteurs. Il y a le facteur gravité de l'impact et le temps. Je pense que le retour à la normale ici, de ce que vous évoquez, c'est pas du tout ça. Je pense que c'est pas la reprise de l'activité, la normale, c'est de revenir en situation avant l'incident. Oui, la crise est finie. La crise est finie. On est revenu à un point stable. Une dernière intervention, puis après on... Promis, je ne serai pas long. Non. Je pense qu'il y a un autre axe qu'on peut regarder finalement, c'est effectivement ça dépend de pourquoi vous êtes parti. Si vous êtes parti parce que vos ressources initiales ont disparu, votre site il a explosé, la moitié de vos ressources sont malheureusement plus là. Alors oui, là, vous êtes obligé de vous remettre en mode projet. Vous allez devoir retrouver un nouveau site, retrouver du personnel éventuellement, etc. En revanche, je pense que vous avez raison, il faut vous préparer impérativement à avoir un plan assez propre, assez carré, pour revenir si vos ressources, finalement, elles ont été juste indisponibles quelques heures. Effectivement, je trouve que de la part d'une direction générale, ce ne serait pas acceptable d'entendre un RPCA dire « Ah bah oui, j'ai eu une panne électrique, ok, j'ai rien qui a explosé, hein, mais je ne sais pas du tout comment je vais revenir en arrière. » Oui, je pense que là, il faut l'écrire, ça doit même être un plan... scripté de façon assez propre. Je vais déjà vous remercier l'ensemble de nos intervenants et intervenantes qui nous a quittés pour votre participation cet après-midi à cette table ronde. Vous pouvez les applaudir.